Bonjour et bienvenue sur le podcast de notre magazine French Discoveries dédié principalement aux personnes qui apprennent le français. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une personne qui est vraiment très intéressante et qui s'appelle Vali Myers. Vali Myers était un esprit libre, également une artiste du XXe siècle. Elle est née le 2 août 1930 et elle est morte en 2003, le 12 février. Et donc, nous sommes au mois de février, comme nous l'avons dit, c'est la période pendant laquelle nous allons partager avec vous des contes, des histoires étranges. Et nous allons donc parler de Vali Myers, qui avait une personnalité exubérante, qui était un esprit libre et qui a traversé le siècle également en accompagnant la libération des personnes, la libération des mœurs et également en ayant l'opportunité de rencontrer des artistes de premier plan. C'est parti pour ce portrait que j'espère sera très original et vous intéressera et vous donnera envie d'en découvrir un petit peu plus sur Vali Myers et sur son art. Alors, Vali Myers est australienne. Elle est née en effet en Australie et elle va retrouver l'Australie uniquement vers la fin de sa vie, 10 ans avant de mourir, à partir des années 1993. Mais très jeune, à l'âge de 20 ans, elle ne rêve que d'une chose, aller danser à Paris. Elle a quitté l'école très tôt, à 14 ans. Elle avait beaucoup de mal, je pense, à supporter l'autorité de l'école. Et elle avait une passion, la danse. Et elle avait un père qui était militaire et une mère violoniste. Et bien évidemment, elle a été responsabilisée. Donc, elle a été amenée à travailler pour payer ses cours de danse. Et bien évidemment, comme c'était un esprit libre, elle avait beaucoup de mal à rester très longtemps dans le même emploi. Donc, elle travaillait en usine principalement pour se payer des cours de danse. Et à 20 ans, elle a un rêve, partir à Paris, danser. Malheureusement, nous sommes à la fin de la guerre et à la fin de la guerre, il n'y a quasiment pas de travail. Plus précisément, nous sommes quand Vali Myers arrive en France, nous sommes en 1949, elle n'a même pas encore 20 ans, elle a 19 ans, et la France peine à se relever, donc au niveau économique, c'est pas ça du tout, et pour les artistes, il n'y a pas beaucoup de travail, donc malheureusement, Vali va arrivée, il n'y a pas d'engagement pour elle et d'ailleurs la légende dit que le petit pécule qu'elle avait, elle l'a dépensé pour un billet de train Paris-Marseille. Vous voyez toujours ce côté envie de découvrir. Malheureusement, il n'y a plus d'emploi et elle est obligée de dormir dans les cafés, ou plutôt de lutter contre le sommeil dans les cafés, puisqu'elle aurait été expulsée du café si elle s'était endormie. Et elle était obligée également parfois de dormir dans la rue, ce qui lui a valu de passer quelques nuits en prison. C'est quand même le comble, elle n'avait nulle part où aller, pas de travail. Et son père lui avait dit, si tu as des problèmes, eh bien ce n'est pas la peine de nous en faire part. Donc elle était vraiment livrée à elle-même, très jeune, sans doute très déçue, mais pas tant affectée que ça, puisque en fait elle a développé une pratique du dessin. Alors elle avait toujours dansé et dessiné, mais dans l'adversité elle a développé son côté artistique et elle a profité également profité entre guillemets bien sûr, de cette période compliqué pour faire des rencontres et parmi les rencontres qu'elle va faire notamment Jean Cocteau et puis également Jean Genet et ils vont bien évidemment passer du temps ensemble. Il faut savoir que Vali Myers à Paris va également prendre de l'opium comme Jean Cocteau et d'autres personnalités artistiques plus ou moins connue de l'époque. Et justement, une des raisons pour laquelle elle va quitter Paris, en dehors du fait qu'il est très difficile de trouver un engagement, c'est surtout pour se guérir de l'opium. Voilà, donc nous ne parlons pas vraiment de Jean Cocteau dans cet épisode, mais vous savez qu'il a lutté toute sa vie contre cette addiction. Et donc, Vali Myers, elle, va prendre une décision radicale à un moment, c'est donc de quitter
Paris et de partir dans un autre pays, à savoir l'Italie. Mais elle va également, pendant ce séjour parisien, faire une rencontre avec un photographe hollandais qui s'appelle Ed van der Elschen, j'espère que je prononce bien, et elle va être sa muse. Elle va incarner notamment Anne, l'héroïne de son récit photographique qui s'appelle Love on the Left Bank. Et il va la prendre en photo et il va donc également en faire son inspiratrice principale. Et elle va également, par l'intermédiaire sans doute de Jean Cocteau, mais aussi de ses errances et de sa faculté à nouer du lien social, elle va rencontrer également Dali, le peintre Dali, qui va dire des œuvres de Wally Meyers qu'elles sont très originales et qu'elles sont vraiment dignes d'intérêt, et lui, il appréciait énormément son travail. Pour en finir avec les personnes, un petit peu avec le name dropping, hein, donc le fait de citer des noms connus dans l'art, sachez qu'elle a également rencontré Andy Warhol à un moment dans sa vie, et que c'est lui qui lui a donné l'idée de faire des sérigraphies afin de conserver ses originaux et donc de vendre des reproductions de son art. Wally Meyers, d'ailleurs, n'utilisait son art que pour communiquer avec les gens, pour montrer sa vision de la vie. Pour elle, dessiner était un mode d'expression. Et lorsqu'elle gagnait un peu d'argent avec la vente de ses dessins, eh bien, il faut savoir qu'elle allait dépenser son argent, entre guillemets, à New York pour rencontrer notamment ses amis. Et elle a eu des amis donc très variés. Je vous ai parlé de Jean Cocteau, elle connaissait Jean Genet, elle connaissait également Dali. Mais et donc ce photographe hollandais Ed van der Elsken, mais elle a également été l'amie avec de nombreuses rockstars. Lorsqu'elle était à New York, elle descendait au Chelsea Hotel et elle a rencontré notamment Patti Smith, qui lui a demandé de la tatouer, car elle faisait aussi du tatouage. Et elle a rencontré également le guitariste du groupe Blondie, qui a d'ailleurs prénommé sa fille Wally en hommage à Wally Meyers. Elle a rencontré également des personnes importantes, hein, comme le chanteur des Ramones, et c'était une personne qui était, j'ai envie de vous dire, cosmopolite et également ouverte à beaucoup de rencontres, certainement très intéressantes. Et je vous mettrai en bibliographie les documentaires dans lesquels on a des interviews d'elle et de ses proches, mais également un film qui a été réalisé en 1967, et c'était vraiment une personnalité très intéressante et très inspirante, aussi bien pour les artistes que pour les personnes comme vous et moi qui s'intéressent à l'art et également aux esprits libres. Alors, parce qu'elle était un esprit libre et qu'elle vivait donc au milieu de la forêt, plus précisément à Positano, elle a trouvé avec son mari, lorsqu'elle a décidé de décrocher de l'opium, elle est partie donc en Italie avec son époux, et ils ont découvert au milieu de la forêt cette magnifique maison. Quand je dis magnifique, c'était une petite maison, mais pour elle c'était magnifique parce qu'elle était au milieu de la nature, environnée d'animaux. Et avec son mari, ils se sont appliqués à rénover cette maison et à y vivre de manière simple et de manière en connexion avec la nature. De nos jours, la maison est toujours à Positano, donc son dernier compagnon y réside toujours, et d'ailleurs ça permet également de protéger la forêt environnante, puisque il y a donc une personne qui habite là, ça protège également de la spéculation immobilière. Wally Meyers n'était peut-être pas à penser à ce genre de choses, elle avait juste trouvé son endroit merveilleux où elle pouvait vivre avec des animaux. Elle dit que parfois il y avait jusqu'à des centaines d'animaux. Et un des animaux dont elle a été le plus proche, car elle préférait les animaux aux humains, c'est son unique fille, comme elle l'appelait. C'est donc en fait un renard qui est donc un renard... c'est un animal sauvage, et ce renard, pour elle, a été un peu comme son enfant. Et elle a d'ailleurs, elle l'a gardé plus de 14 ans. Et lorsque ce renard est décédé, en fait, elle a décidé de l'embaumer naturellement. Et lorsqu'elle est décédée en 2003, une partie des cendres de son renard, qui s'appelait donc Foxy, a été mélangée
aux cendres de Vali, donc à une pincée des cendres de Vali, car pour elle, Foxy c'était comme sa fille, et donc ce renard a vécu 14 ans. Il était libre, c'est-à-dire elle ne l'a pas domestiqué, elle n'a absolument pas forcé ce renard à se comporter comme un chien, mais ce renard appréciait la compagnie de Vali et passait du temps auprès d'elle dans sa maison, et elle considérait cet animal comme son enfant, comme son meilleur ami, et vous pourrez voir également dans le documentaire dont je vais vous mettre la référence, qu'elle avait une connexion très forte avec les animaux. Alors forcément, en étant un esprit libre, elle avait également un look particulier, notamment elle avait beaucoup de col autour des yeux, donc le col c'est cette marque noire dont on ourle les yeux. Eh bien, elle avait donc une réputation de sorcière. Il faut savoir qu'elle était donc danseuse, donc elle dansait quand elle en avait envie. Elle peignait, elle vivait avec la nature, elle avait un bon contact avec les animaux et elle s'habillait surtout comme une reine bohémienne. Donc pour les personnes de l'époque qui n'étaient pas ouverts à la spiritualité comme nous le sommes de nos jours, c'est vrai qu'elle avait un peu une image de sorcière, d'autant plus qu'elle avait une flamboyante chevelure rousse, et par la suite elle s'est également tatoué le visage. Donc le tatouage à l'époque c'était réservé quand même aux personnes un peu particulières, notamment des personnes qui avaient été en prison ou des personnes qui venaient d'une autre culture, notamment indienne, et elle progressivement elle va mettre le tatouage, elle va avoir 3 points sur la joue d'un côté, 3 autres points d'un autre, et elle va également tatouer autour de sa bouche. Donc c'était vraiment considéré à l'époque comme étant quelque chose de très 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 étrange. Et beaucoup de personnes qui habitaient donc dans la région de Positano pensaient qu'elle était une sorcière, tout simplement parce qu'elle était sorcière au sens du terme qu'on peut mettre dans le sens le plus noble de la sorcière, à savoir en connexion avec les esprits de la nature, mais pas forcément pour lancer des sorts, tout simplement parce que pour ne pas vivre dans une société industrielle, pour vivre au milieu de la nature et avec les animaux qu'elle adorait, et comme je vous ai dit qu'elle préférait d'ailleurs aux humains. Néanmoins, elle a eu, je pense, une aide de l'univers pour vivre, puisque son art a été reconnu et que ses œuvres ont été vendues des fois jusqu'à 60 000 $. Et donc, ce sont vraiment des œuvres très très reconnue artistiquement, et des personnes du show business d'ailleurs venaient en Italie pour la rencontrer, pour apprendre des choses d'elle, pour se ressourcer, mais c'est pas quelque chose dont elle faisait commerce. Patti Smith lui a demandé de la tatouer, et c'est, comme je vous ai dit, Salvador Dali qui lui a dit bah, tu devrais exposer tes tableaux aux Pays-Bas, et c'est ensuite Andy Warhol qui lui a dit tu devrais également faire des sérigraphies pour garder tes originaux et vendre tes œuvres. Il faut savoir qu'elle vivait donc en harmonie comme elle en avait envie, et donc son but c'était pas de se forcer à se lever le matin pour faire une œuvre pour la vendre. Donc elle a vécu quand même très longtemps, elle est morte à l'âge de 72 ans et elle a toujours peint, elle a toujours dessiné, mais on a environ grand maximum une centaine d'œuvres. Et donc elle n'a pas fait une production dans un but de vendre, elle a fait une production parce que c'était un moyen de s'exprimer. Alors, elle est décédée le 12 février 2003 à l'âge de 72 ans. Elle a été diagnostiquée d'un cancer de l'estomac, et elle a également été libre par rapport à la peur, puisqu'elle a accepté. Elle a dit aux personnes qui étaient très tristes de savoir qu'elle allait mourir, vous ne croyez quand même pas que j'allais vivre pour l'éternité. On vient sur cette terre et ensuite on part. Et l'acceptation et le fait de ne pas avoir peur, c'est une des plus grandes forces que peut avoir l'être humain. Donc je pense qu'effectivement ça explique pourquoi beaucoup de personnes venaient contacter Vali Myers, parce que c'était une personne qui irradiait la bonté, la gentillesse, mais aussi la force, étant donné qu'elle ne connaissait pas la peur.
Alors, je fais une petite digression. Je vous ai dit qu'elle a connu Jean Cocteau. Et dans beaucoup d'interviews de Jean Marais dit à l'âge de 12 ans, je me suis forcée à ne plus avoir peur. Et c'est vrai qu'arriver à se libérer de la peur et arriver également à en faire un mode de vie, donc de vivre selon ses désirs sans avoir peur au niveau économique, comment je vais m'en sortir, que va-t-il m'arriver, je vis dans la nature, peut-être je vais me faire agresser, ce genre de choses. Le fait d'arriver à vivre comme on l'entend, sans peur, c'est une des grandes forces et c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. Et je pense que ça explique aussi la fascination qu'on avait pour cette femme, le fait qu'elle a inspiré de nombreux artistes et aussi le fait que beaucoup d'artistes voulaient la fréquenter. Souvent on crée à partir de frustration. On crée à partir aussi d'angoisse, mais aussi on crée parce qu'on a rencontré des personnes inspirantes et on a envie aussi de continuer ce message. Et donc je pense qu'elle était, vous le verrez de toute façon dans le film, très très inspirante. Et lorsqu'on regarde ses œuvres qui sont taxées aujourd'hui d'un peu psychédéliques, on voit que c'est une personne qui avait une grande spiritualité et une vie intérieure très riche dans lequel en fait elle s'est autorisée à être et pas à paraître. Et ça c'est extrêmement rare et de nos jours hein, c'est vraiment de plus en plus rare d'être au lieu de paraître ou de faire et c'est vraiment rafraîchissant. Lorsqu'on voit la vidéo qui date de 1967, on est bien avant même le mouvement de mai 68, elle vit déjà de manière complètement libre. Alors on pourrait dire que c'est une hippie, mais en fait elle a anticipé le mouvement hippie, c'était une pionnière. Tout simplement parce qu'elle vivait de manière, donc je le répète encore une fois, libérée. De nos jours, on va justement, les gens disaient la sorcière parce qu'ils ne comprenaient pas un petit peu ce mode de vie, c'était un petit peu trop too much, on va dire, pour les personnes traditionnelles en Italie. Néanmoins, ils étaient très, comment dire, très gentils avec elle, même si on voit, vous voyez, dans la vidéo, que certains la touchent un peu comme quand on touche un objet magique pour avoir une protection ou la réalisation de quelque chose. Et elle-même en parle, elle dit qu'elle ne souhaite pas non plus qu'on vienne la toucher, que si c'était quelque chose qui aurait été trop intrusif, elle n'aurait pas laissé faire. Et elle n'est absolument pas dans l'idée d'un culte de sa personnalité ou de son travail. J'ai lu par contre dans un livre qui est dédié à la sorcellerie, où on cite de nombreuses personnes qui ont parlé de sorcellerie, ils ont cité son nom. Et effectivement, ce qui nous est intéressant, c'est que derrière le thème de sorcière, généralement il y a le thème de femme, et de femme qui connaît des choses. Et on peut dire que Vannie Myers connaissait une chose, à savoir vivre tout simplement sans être dans la peur, vivre en étant soi-même. Et dans le thème de sorcière de nos jours, on a un peu cette image, vous voyez, de lancer des sorts ou de faire des mauvaises choses. Et parce que l'histoire de la sorcellerie, c'est d'abord une histoire de la répression des femmes, par exemple des femmes qui étaient des guérisseuses ou qui savaient accoucher. Bien évidemment, on les considérait comme étant des mauvaises personnes, donc on les accusait des pires choses, mais il ne faut pas oublier que dans la sorcellerie, il y a aussi des personnes qui contactent ce qu'on appelle le bas astral et qui font effectivement des sorts. Donc je crois que le terme sorcière doit être compris dans différentes acceptations, et pour Vannie Myers, c'est plutôt dans l'acceptation positive, c'est-à-dire sorcière avec, j'ai envie de dire, un peu de bienveillance, parce que certainement pour les personnes qui vivaient en Italie à cette époque, elle était très étrange, mais pas sorcière dans le sens lancer des sorts, faire de la magie noire, tirer des cartes, pas du tout. C'était absolument pas son état d'esprit. Donc, on peut dire que Vannie Myers incarne en quelque sorte, sans l'avoir voulu, l'idée de la sorcière, mais la sorcière dans le sens féministe, c'est-à-dire la sorcière dans le sens la femme qui vit en dehors des codes,
en dehors de ce que la société lui impose et en connexion avec les animaux, en connexion avec la nature. Et le passage où vous la voyez explorer une grotte dans le documentaire dont je vais vous mettre la référence est vraiment un passage où on voit cette connexion originelle que tous les êtres humains ont eu avec la nature, surtout à l'époque on était certainement des hommes et des femmes préhistoriques. Et bien évidemment le nom de Wally Myers est associé à cet aspect donc ésotérisme, occultisme, pop culture, underground, mais je pense aussi qu'on peut l'associer au féminisme dans le sens, le féminisme le plus pur. Je suis une femme, je m'accepte en tant que femme et je vis en relation avec la nature. Elle était quand même très à l'aise quand elle allait à New York, alors ses amis étaient assez surpris de ça. Elle disait bah oui mais je suis entourée de falaises dans la nature, bah les gratte-ciel j'imagine que ce sont des falaises, mais bien évidemment elle préférait vivre dans la nature que vivre en ville, et elle avait ce côté un peu nomade puisque quand elle venait à New York elle descendait toujours au fameux Chelsea Hotel, vous savez, donc qui est un hôtel qui avait une sulfureuse réputation mais dans lequel qui était aussi un épicentre pour reconnaître et rencontrer des artistes. Elle a été ainsi l'amie de l'écrivain William Burroughs, comme je vous ai dit, de Didi Ramon, de Chris Stein qui était donc le guitariste du groupe Blondie, et elle a rencontré Patti Smith qui vivait dans cet hôtel avec Robert Mapplethorpe. Et elle partageait ses dessins, et elle a également donc rencontré Andy Warhol. Ce qui est aussi intéressant, c'est que Wally Myers est retournée, donc 10 ans avant sa mort, à l'âge de 62 ans, en Australie, pays qu'elle avait quitté. Et on dit toujours qu'on revient toujours d'où on vient, c'est-à-dire on revient à nos origines. Et une fois qu'elle a fait la paix, qu'elle a exploré le monde, et qu'elle a... Alors faire la paix, je ne sais pas si elle était vraiment en colère, mais elle avait besoin d'explorer. Une fois qu'elle a exploré le monde et eu de nombreuses expériences, à la fois spirituelles, sans doute ésotériques, et bien évidemment même avec les paradis artificiels, elle est revenue à Melbourne, et elle est décédée d'ailleurs à Melbourne. Et il faut savoir que même 2 mois avant sa mort, elle donnait encore des interviews à des journalistes pour parler de son projet artistique. Elle aurait voulu créer une maison Wally Myers pour donner ses archives, son travail. Et elle recevait les gens, mais avec comment dire, un certain courage. Elle n'était pas du tout effrayée, et elle parlait pas non plus de dire oui je vais aller dans un autre monde et je vais être accueillie. Elle parlait pas du tout de langage d'âme, pas du tout. Elle était dans l'acceptation la plus totale, donc elle avait une force morale. C'était encore une expérience de vie que de mourir, et c'est très apaisant lorsqu'on on a perdu un proche, ou lorsque on n'est pas à l'aise soi-même vis-à-vis de la vieillesse et de plein d'autres choses. À titre personnel, je peux vous dire que ce qu'elle dit, le fait de lire un peu, de voir son œuvre et de regarder des documentaires et des témoignages qui parlent de Wally Myers, c'est extrêmement apaisant, et je crois qu'on a vraiment besoin d'être apaisé en ce moment. Alors je ne peux que vous conseiller de consulter la bibliographie pour en savoir plus, et de regarder ce magnifique documentaire d'1 heure qui lui est consacré. Son dernier compagnon vit toujours à Positano, dans la maison de la vallée, et il est artiste aussi. Il l'a rencontré déjà pour s'occuper de ses animaux alors qu'elle devait partir en voyage aux États-Unis. Ensuite, c'est noué entre eux une relation amoureuse. Alors on ne peut pas dire que c'est le gardien de sa mémoire, il n'hésite pas à donner bien sûr toute information, mais encore une fois, on n'est pas avec des personnes qui ont une démarche commerciale, on est avec des personnes qui ont une démarche artistique, en relation avec la nature, et une certaine harmonie. Donc c'est quelque chose d'assez rare pour être souligné, et également donc ça leur a permis, aussi bien à elle comme à lui, de rencontrer vraiment des personnes de premier plan. Donc lorsque l'on parle de sorcière pour Wally Myers, j'aimerais qu'on parle de sorcière au sens sorcière verte, c'est-à-dire sorcière en relation avec la nature, mais qu'on n'y attache pas des aspects de Wicca, des aspects de lanceuse de sorts ou ce genre de choses, mais plutôt d'une femme qui avait réussi à se libérer de tous les carcans et vivre en tant qu'esprit libre, en fait, un esprit libre de son vivant.
Alors, qu'en est-il de nos jours de l'art de Wally Myers? Il faut savoir qu'il existe The Wally Myers Art Gallery Trust. Je vais vous donner l'adresse également si vous voulez en savoir plus. C'est une organisation à but non lucratif qui est dédiée en fait à promouvoir l'art de Wally Myers et également à perpétuer son héritage. Et c'est l'unique, hein, d'ailleurs ils le disent bien, ce sont les uniques détenteurs des droits de son travail. Et c'est dirigé par donc Ruth Cullen, Nicole Caridis et Robert Yara. Donc en fait, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur son art et également pour organiser une exposition ou tout simplement également peut-être utiliser des illustrations par rapport à son art, c'est auprès de cet institut qu'il faut tout simplement vous présenter. Alors, il présente également donc sa carrière artistique, et sa carrière artistique, c'est que dès l'enfance, hein, elle a été donc une dessinatrice en Australie. Elle vivait dans un monde qui était quand même proche de la nature, et c'était pour elle donc une façon de s'exprimer. Et le Wally Myers Trust garde et présente d'ailleurs une sélection de dessins qui sont faits au stylo, à l'encre noire, mais également à la terre de sienne. Elle utilisait donc également des composés naturels et organiques, et également elle faisait donc des watercolors, donc elle faisait de l'aquarelle, et mais elle aimait beaucoup l'encre, hein. Et elle a également fait quelques œuvres à la feuille d'or. Donc vous pouvez voir notamment quelque chose que j'aime beaucoup, un dessin d'elle qui s'appelle Blue Fox, qui a été constitué entre 1972 et 1974, donc à base d'encre et d'aquarelle et également de feuilles d'or. Et bien évidemment, ça fait référence à Foxy, donc son renard pas domestique, mais son renard animal de compagnie. Vous avez un tableau qui s'appelle Morella, donc je vous mettrai les références également dans les commentaires. Donc Morella, dans lequel, vous voyez, elle porte un petit renard, un petit peu comme une Madone qui allaiterait un enfant Jésus, mais c'est donc en fait une référence à celle qu'elle considérait comme sa fille, à savoir Foxy. Il y a également d'autres animaux hein, dans ces tableaux, notamment vous avez des oiseaux, et des oiseaux qui sont représentés toujours, vous voyez, proche de son plexus solaire. Moi, c'est ça quelque chose qui m'a frappé, c'est qu'elle porte les animaux près de son cœur, près de son plexus solaire, dans la région des émotions. Ensuite, vous avez un tableau que j'aime beaucoup d'elle, qui est un tableau représentant son renard, donc Foxy, en 1967. Il faut savoir que Foxy, donc le renard, a vécu de 1967 à 1979. Et donc c'est une très grande longévité pour un renard, et elle l'a souvent représenté. Et elle se représente aussi, elle a représenté notamment un peu son parcours de vie. Notamment, elle a fait un dessin qui s'appelle Opium en 1967. Et ce qui est assez intéressant, c'est que dans ce dessin, vous voyez, on voit la naissance d'un monde qui est... il y a le renard, il y a un petit peu tout ce qui s'est passé en fait lorsqu'elle est partie vivre en fait en Italie, et on voit également des côtes. Elle représente des côtes, donc effectivement quand on prend de l'opium on est très maigre, hein. Vous vous rappelez tous de Jean Cocteau, du physique qu'il avait, mais je trouve qu'il est assez angoissant, mais il est de couleur violette, qui est une couleur spirituelle. Donc en fait quelque part quand elle a décidé de décrocher de l'opium, elle est partie vers un monde plus spirituel, mais je le trouve assez perturbant ce dessin, et mais en même temps porteur d'espoir, et par rapport à d'autres qui pourtant sont des dessins vous voyez plus colorés, plus psychédéliques, qui sont quand même plus apaisés. Celui-là, Opium 1967, il est vraiment sur un aspect, en plus la couleur violette, la guérison spirituelle, il y a vraiment quelque chose qui montre qu'elle est passée quand même par des périodes difficiles. Il y a également le dessin Death in Port Jackson Hotel, qui pour moi est aussi une sorte
de dessin. On peut, vous voyez, elle est sur un lit, elle est couchée et on voit, il y a un peu son moi supérieur. C'est très très spirituel. Alors vous parlez de dessins que vous ne voyez pas. Je vous invite, en même temps que vous écoutez ce podcast, à regarder les dessins présentés sur le Valley Myers Trust, mais sinon à tout simplement aussi voir vos propres interprétations. Je pense pas que Valley Myers c'était une personne qui aurait aimé qu'on dise voilà, son œuvre veut dire absolument ci, ça, mais en tout cas il y a quand même une grande intériorité, une grande recherche spirituelle. Donc vous pouvez voir donc toute son œuvre et également ses journaux. Elle avait une façon de faire des journaux avec des textes qui étaient collés, donc il y a du collage avec des dessins à côté. Et on peut de nos jours acheter quelques rares prints qui sont en édition limitée. Et bien évidemment, donc c'est auprès de Outré Galerie, qui est donc la galerie qui vend donc ces rares possibilités d'acheter des représentations de l'œuvre de Valley Myers. Alors, vous avez toutes sortes de prix, hein. Donc vous avez des prix qui commencent à, par exemple, 170 €, même moins cher. Et vous avez vraiment possibilité donc d'acquérir ou d'offrir en cadeau facilement un travail très inspirant. Vous avez également possibilité donc d'acheter son livre sur plusieurs plateformes, notamment Amazon. Mais alors là, les prix sont complètement délirants et je pense que ce serait vraiment bien qu'un éditeur ait l'idée de rééditer son travail et de rééditer également ses illustrations. Ce serait vraiment intéressant. Je ne vais pas vous en dire plus sur quelque chose que vous ne voyez pas. Je n'ai pas cité dans le podcast, je n'ai pas mis en illustration les photos et les dessins par respect pour ces droits d'auteur. Mais par contre, je vous mets les références où vous pouvez voir concrètement son œuvre et voir qu'elle était vraiment très en avance sur le mouvement psychédélique des années 60. Parmi les personnes qu'elle connaissait également Janis Joplin qui appréciait énormément ses œuvres. Et c'est vrai que en tant qu'ancienne toxicomane elle-même, je pense qu'elle avait aussi une compréhension, une bienveillance, et elle pouvait aussi parler aussi bien de ce qu'elle avait vu sous l'emprise des drogues que de ce qu'elle avait vécu quand elle avait essayé de décrocher, car elle avait été très malade et elle en avait tiré des leçons. Et je crois que son unique drogue ensuite, c'était plus que la nature et les animaux et la liberté, tout simplement. Nous allons arrêter là notre podcast sur Valley Myers parce que je pense que c'est une personne qui est intéressante à regarder et à prendre le temps de contempler ses œuvres. Je vais donc vous donner, comme je vous l'ai dit, un certain nombre de références et je pense aussi que c'est un art qui se découvre par soi-même de manière apaisante. Je tenais à vous la faire découvrir, d'une part parce qu'elle est décédée au mois de février, il y a maintenant 21 ans, et que c'est un peu l'occasion de lui rendre hommage, mais aussi parce que je trouve que dans notre époque troublée, en recherche de spirituel, c'est vraiment intéressant de découvrir qui était cette artiste, et aussi parce que par rapport à la notion de sorcière, j'aimerais que l'on arrête de mettre cette appellation sous des aspects négatifs, et que on voit plutôt que sorcière dans le sens esprit, mais dans un sens esprit libre, vous voyez, quelqu'un de très en avance sur son temps, de pionnière, de peut-être pas compris. Et je pense qu'en 2024, par contre, elle se serait vraiment éclatée. Et beaucoup de personnes qui sont des digital nomades, qui sont des artistes ou qui partagent des contenus également sur la spiritualité, mais elle était super en avance. Et je pense que ça peut aussi compléter une recherche personnelle et également faire réfléchir, mais il faut la lire et il faut regarder. Donc ce n'est pas à moi de vous faire une présentation, de vous dire quoi penser, juste je voulais porter à votre connaissance que cette personne existe. Personnellement, j'ai trouvé qu'elle avait un message très positif, très relaxant, et qu'il faut vraiment être curieux. Donc soyez curieux, allez consulter les sources, et j'espère avoir apporté ma petite pierre en permettant aux personnes qui ne connaissaient pas Valley Myers de la connaître et de ne pas penser que c'était une méchante sorcière. C'était pas du tout une méchante sorcière. Elle n'avait pas un chaudron, elle ne lançait pas des sorts, elle n'avait pas un grimoire. Elle avait des journaux artistiques dans lesquels elle racontait un petit peu ses rencontres, ses réflexions, sa vie avec la nature, et elle peignait, et elle était tout simplement une femme qui vivait librement dans une jolie maison
dans une vallée en Italie, en contact des animaux. Et ensuite, elle est revenue dans son pays d'origine, en Australie, pour finir ses jours et pour également faire un travail artistique et continuer à faire cette fonction de l'artiste qui est de donner à nous, pauvres personnes obligées de vivre dans la vie quotidienne, une autre vision du monde. L'artiste qui nous révèle un monde qui est difficile d'accès pour nous. Donc c'est une révélatrice, c'est quelqu'un qui nous permet aussi de nous sentir mieux et qui nous fait jusqu'à la fin, avec son acceptation, elle a accepté la mort. Et je pense que dans notre société où on ne parle ni de mort, ni de choses dramatiques, où tout est caché, où tout est tabou, et où on est englué sur la peur, de voir quelqu'un qui n'avait absolument pas peur, qui avait un message positif, c'est une personne à découvrir. J'espère que vous serez curieux et je vous souhaite une bonne journée.